Salut à tous, merci d'avoir cliqué, vous êtes bien sur le Crypto Daily. Alors aujourd'hui, donc petite chronique Waltio, vous allez voir, c'est très important de déclarer et on a d'ailleurs avec nous Pierre Morisot, donc le CEO de Waltio, qui va venir nous expliquer pourquoi, comment et comment ça marche en fait, surtout qu'est-ce qu'il y a, à quel point c'est important, etc. Juste avant de continuer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous écouter, nous regarder. Donc merci à vous et on va pouvoir commencer tout de suite. Salut Pierre. Salut, merci de me recevoir. Ça va? Tranquille? Ouais, super. Sympa le cadre, hein? Ouais, c'est canon et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous fêtes aussi. Je rappelle, aujourd'hui, vous aidez énormément de gens à remplir leur déclaration d'impôt. Ouais. Notamment, j'ai reçu une lettre il y a 2 jours et ça y est, c'est le moment. Et je me suis dit, je vais pas l'ouvrir, je vais attendre d'en parler avec Pierre d'abord et ensuite on verra. Est-ce que, avant qu'on commence la chronique, tu peux te présenter rapidement? Ouais, donc je m'appelle Pierre Morisot, je suis un des cofondateurs de Waltio. On a une mission très simple, c'est qu'on veut aider les gens à mieux investir et à mieux suivre leur crypto. Et on est parti sur un constat de base qui était on n'aura pas d'adoption des crypto-monnaies si le suivi du patrimoine de crypto et la déclaration fiscale est compliqué. Donc on a développé un outil qui se connecte sur les comptes, lit et analyse tous les revenus et permet rapidement et facilement de faire sa déclaration fiscale de crypto-monnaie. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin pour ça? On remonte au tout début. En gros, moi, je reprenais des études aux États-Unis à ce moment-là, en 2017, et je rentre en France en 2018. Et puis, je souhaite déclarer ce que j'ai gagné. Et là, je réalise que c'est absolument infaisable. Donc, moi, je viens d'un background financier à l'origine. Je commence à développer mon propre outil. Et rapidement, je rencontre Ben, mon associé cofondateur, qui donc lui est développeur. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, et qu'on félicite aussi. Qu'on félicite. Parce que si la machine tient, c'est grâce à lui et son équipe. On commence à bosser sur ce projet et on voit qu'en fait, je ship une première version d'un Excel et là, je vois plein de réactions hyper émotionnelles. Genre des gens qui détestaient. Je recevais des cœurs au milieu de la nuit, genre merci, tu me sauves la vie, je m'arrache les cheveux dans ce calcul. Okay. Et donc là, Ben m'a dit, mais en fait, c'est beaucoup plus facile à coder que faire sur un Excel. Let's go, faisons quelque chose. Let's go, et puis ça shippait rapidement. C'est à quel moment, donc 2018, 2019? C'était les toutes premières idées de Waltio, ça a été mi-2018. Et création de la société fin d'année. Ok, aujourd'hui, donc pour rappel, on est en 2024. Ouais. Ça va faire donc 6 ans de Waltio. Ouais. Comment ça se passe? Trop bien, c'est 25 000 utilisateurs actifs, c'est maintenant 18 salariés, une boîte présente dans 3 pays. Donc, vous gérez donc la Fisca en France et quels autres pays? Et en Belgique et en Espagne. Ok, intéressant. Il y a beaucoup de demandes là-bas? En Espagne, de plus en plus. Belgique aussi. Comment tu fais dans ces moments-là? Tu as quelqu'un qui est belge, qui est espagnol, qui connaît vraiment... C'est une super question. J'ai mis du temps à identifier quel était le bon profil. Parce que les startups, de façon générale, vont chercher un country manager, un country lead. Et nous, en fait, on a en Espagne Eugenio qui s'occupe qui a vraiment plus une expérience marketing. Il a d'ailleurs créé un podcast Bitcoin. Okay. Et qui connaît bien les influenceurs, qui connaît bien, en fait, qui nous permet à faire connaître la marque. Et ce qui est notre priorité, et notamment les fintech consumer, c'est ce qu'elles font. Et d'ailleurs, les exchanges internationaux, très souvent, ils recrutent plutôt quelqu'un qui s'occupe du marketing et des relations avec les influenceurs ou les médias, ou qui cherche plus à produire du contenu que vraiment développer le pays. Déjà, avant de commencer, j'aimerais que tu nous fasses un petit rappel des obligations fiscales. À quel point c'est important. J'ai notamment 2 numéros en tête. C'est le 3916 bis. Ouais. Et le 2086. Ouais. Tu les connais, j'imagine, ces formulaires? Ouais. Non, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on est un Français, donc un contribuable français, et qu'on a des actifs numériques, des cryptos, on a 2 obligations. La première, c'est lorsqu'on a réalisé une opération imposable, c'est de calculer le montant du gain imposable et de le déclarer via le formulaire 2086. Tu dois faire un formulaire par gain? Non. Okay. C'est un formulaire dans Total. lequel tu dois déclarer chacune des ventes imposables, que ce soit une plus-value ou une moins-value, et automatiquement, ce formulaire en ligne va calculer la somme de toutes les plus et les moins-values réalisées durant l'année pour après donner le bon montant en déclaration. Il y a une question qui revient souvent, je connais déjà la réponse, mais je vais te la poser parce que c'est important à mon sens. Ouais. Quand j'envoie de la crypto à quelqu'un, par exemple à Bitrefill,
qui derrière je vais pouvoir prendre un voyage, quelque chose. Je dois le déclarer, ça? Alors, la question, c'est si j'envoie à une entreprise pour payer un service, oui, c'est ça. Je perçois quelque chose en échange, un service, un bien. Exemple, j'envoie un BTC pour m'acheter une Tesla. Dans ce cas-là, c'est utilisé comme un fait générateur, donc un paiement. Donc, je paye l'impôt dessus. Donc, il y a une obligation de calculer. Et en cas de plus-value, il y a de l'impôt. S'il y a de la moins-value, il n'y a pas d'impôt dessus. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais moi, je dépense mes cryptos sur… On a fait il y a quelques jours, justement, un sondage sur comment dépensez-vous vos cryptos. Ouais. Vente sur exchange, renvoi au compte, un petit peu. Je les garde beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui gardent leurs cryptos. Et après, tu as des gens qui vont utiliser des services un peu tiers. Ils vont acheter des choses sur des shops. Je pensais notamment à des CentraShop, Bitrefill, etc. Ou ces endroits où ils pensent que « Ouais, mais comme j'envoie en crypto et après je reçois le bien par la poste, je vais pas me faire imposer ou l'État va pas me retrouver, etc. » Qu'est-ce que tu dis quand on te dit ça? Alors, déjà sur la loi, c'est pour rappeler donc qu'on l'envoie, ce qu'on te disait, que tu payes par carte, que ce soit envoyer des cryptos directement. Dans tous les cas, c'est une opération imposable, donc il y a cette obligation de déclarer. Après, la question, je ne vais pas payer d'impôts parce que je sais que ça va être beaucoup plus difficile d'être contrôlé. Moi, alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'à partir du moment où on est KYC, c'est-à-dire qu'on a envoyé sa carte d'identité à une plateforme d'échange, on va se faire retrouver. Cette plateforme d'échange a la capacité de transmettre les informations à une autorité fiscale et de transmettre la carte d'identité, mais aussi l'historique de transactions, de dépôt et de retrait. Donc concrètement, toutes les opérations qui ont été réalisées sur le compte. Il y a des moyens de filouter. On peut toujours chercher des choses là-dessus. Il y a pas de mais c'est à nos risques et périls. C'est à nos risques, exactement. Le problème, c'est qu'on commence aussi, j'ai l'impression, à créer une sorte de dette dans ce cas-là. Ou en fait, si après, 2 ans après, on se dit « Ah, j'ai envie de réguler » ou j'ai gagné plus d'argent en crypto, je veux que les choses soient carrées », on commence à rentrer dans un système un peu parallèle. Et donc, quelques années après, on commence soit à se mordre les doigts, soit à se dire « Bon, écoute, là, on fait moins bien dormir en tout cas ». Mais donc, ça dépend quand même du montant du patrimoine et du montant de gain qui est généré. Et tu vois, pourras aussi un peu aller dans ton sens. Quelqu'un qui va dépenser 15 €, je pense pas que le risque, ou même 50 ou 100 € dans l'année, le risque soit majeur. Mais la personne qui achète une maison en crypto… En cas de contrôle fiscal, c'est quand même assez dur de justifier sa bonne foi dans cette situation. Aujourd'hui, qu'on se le dise, pour acheter des cryptos, t'es quasiment tout le temps KYC. Que ce soit en passant par un exchange. Genre, tu peux te balader après sur la blockchain et là, il va falloir suivre, c'est compliqué. Ouais. Mais quand c'est pour te retrouver, pour acheter de base, pour transférer d'euros à crypto, l'État a fait en sorte vraiment qu'il y ait un KYC toujours, à part… de très petites plateformes, ne restent pas bien ouvertes bien longtemps. Exactement comme Internet. L'État ne régule pas le protocole, mais régule les portes d'entrée, les portes d'accès, exactement. Donc les PSAN. Est-ce que ça veut dire que les PSAN, de manière automatique, envoient directement les KYC de tous leurs clients à l'État? Alors, aujourd'hui, non. Les PSAN, donc quand ils identifient leurs clients et que chacun de leurs clients réalise des opérations, ils n'envoient pas de façon automatisée toutes ces informations à l'administration fiscale. Ce qu'on voit depuis des années, et d'ailleurs plusieurs années de suite, Kraken s'était plaint de la charge des administrations fiscales des différents pays et la fréquence des demandes en disant « j'ai tel utilisateur, on est en train de faire un contrôle fiscal, est-ce que vous pouvez nous donner les informations des opérations que cette personne a réalisées ?» Donc aujourd'hui, c'est vachement fait à la demande quand il y a des enquêtes de l'administration fiscale. Et d'ailleurs, ça a été un des travaux de l'Europe, ça a été de structurer, d'automatiser le contrôle fiscal. Et donc, c'est une directive de coopération administrative, DAC. La fameuse. Ouais, voilà, exactement. La fameuse, la numéro 8, qui dit désormais tous les PSAN, les PSAN mais au niveau européen, vont devoir mettre en place un système pour partager les données automatiquement de leurs clients aux États. Ce ne sont pas les calculs des plus et moins-values. C'est vraiment toutes les données. C'est juste les transactions. X a acheté tant, il l'a swappé contre ça, il l'a vendu et il a fait tel dépôt. Ça, on est d'accord que ça reste dans le cadre des exchanges centralisés aujourd'hui. C'est évident, ça reste uniquement dans le cadre des exchanges centralisés, donc les exchanges qui tiennent un carnet d'ordre, les exchanges qui te KYC. Typiquement un Binance, un Swissborg, etc. Exactement, ouais. Et dans le cas où je mets de l'argent sur un Descoin, je le sors et après je m'amuse, je sais pas, je vais acheter un NFT sur OpenSea, je le swap, je le revends, je le swap sur Uniswap, etc. Ouais. Ces plateformes-là, elles sont en tenue rigueur, elles doivent donner à la demande des infos. Alors, en Europe, non. Il y a justement aujourd'hui des discussions sur
niveau européen et aux États-Unis. Alors aujourd'hui, c'était au niveau européen, mais aussi aux États-Unis sur le sujet de justement comment est-ce qu'on doit réglementer les unhosted wallets, les wallets autogérés. Exactement. À l'heure actuelle, non. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où tu es propriétaire de tes fonds, toi-même, tu en as la libre responsabilité, et donc c'est pas un tiers qui les détient pour toi. Donc, ce tiers n'a pas l'obligation de déclarer. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements cette année, sur cette année fiscale, notamment au niveau des impôts progressifs, des critères pro et non pro, etc. Alors, il y a eu 2 grands changements dans la déclaration fiscale associée aux cryptos cette année. Le premier, pas des grands, c'est des nouveaux changements, on va dire des changements. Le premier, c'est que pour les foyers fiscaux donc à revenus modestes, pour tout le monde, il est possible, mais il est intéressant uniquement pour les foyers fiscaux qui sont modestes. Il y a la possibilité de choisir, au lieu de choisir la flat tax, la possibilité de choisir aussi pour le taux marginal d'imposition. Concrètement, on choisit son taux d'imposition, soit la flat tax 30%, et si c'est plus intéressant, on peut choisir le taux, donc taux marginal d'imposition, c'est le taux en escalier, en fonction des comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en dessous de 10 000, c'est 30%, exactement. Entre 10 et 20, un peu plus, etc. C'est ça, exactement. C'est par seuil. Et, comme les impôts aujourd'hui, en fait. Comme les impôts, exactement comme l'imposition des revenus. Et donc, grosso modo, ça veut dire, est-ce que je veux que ces revenus de crypto soient imposés donc, au régime des plus-values en actifs numériques à la flat tax 30% forfaitaire, ou est-ce que je veux les intégrer à mes revenus? Et là, à ce moment-là, c'est en fonction de... Donc, il y a juste une case à cocher. D'ailleurs, le petit tips, si vous n'êtes pas sûr, au moment de votre déclaration fiscale, vous le déclarez. Il y a une case à cocher. On la mentionne, je pourrais te la redonner, je ne l'ai plus en tête. On essaye, on voit le montant à la fin de sa déclaration fiscale, on la décoche, on relance l'analyse et là, on est capable de se dire quel est le montant le plus intéressant des deux. Si jamais, je vous mets en description un article de blog que vous avez fait, Waltio, sur le sujet. Carrément. Ouais. C'est quoi le deuxième changement? Alors, le deuxième changement, c'est que l'administration fiscale a précisé les critères qui qualifient l'activité de trading, c'est-à-dire est-elle occasionnelle ou est-elle professionnelle. Et c'est ce qu'on avait présenté, c'était qu'en fait, ce sont les mêmes critères que pour le trading de titres financiers, actions ou obligations. C'est quoi les critères? Les critères, alors il y en a qui sont associés à l'activité de trading, montant des opérations, fréquence des opérations, type, est-ce que c'est des produits dérivés ou c'est des ordres spot, donc complexité des opérations. Il y a aussi les critères qui sont, donc ça c'est vraiment inhérent à l'activité de trading, il y a aussi les moyens qui sont utilisés. Mais alors il y a aussi d'autres critères qui sont spécifiques à l'activité de trading, mais qui sont beaucoup plus au revenu du foyer fiscal de la personne. Grosso modo, est-ce que tu as un métier? Et déjà, si tu n'en as pas, comme beaucoup de traders. Exactement. Si grosso modo, quelqu'un qui ne travaille pas et qui réalise, et donc l'essentiel de ses revenus sont issus de son activité de trading de crypto, a plus de chances d'avoir son activité qualifiée comme professionnelle. Attention à tous les traders, alors, parce que si vous n'avez pas un boulot à côté, ou si du moins vous gagnez plus d'argent en trading que dans votre boulot à côté, si je dis pas de bêtises, vous pouvez être requalifié en professionnel. Nous, ce qu'on dit et ce qu'on voit, c'est qu'on peut, on partage là un certain nombre d'informations. Je pense que à partir du moment, comme tu le dis, où on commence à avoir un doute, même après les informations qu'on partage, c'est quand même toujours intéressant. Consulter un avocat fiscaliste qui est spécialisé dans les cryptos. T'en as à nous conseiller d'ailleurs d'avocats spécialisés? Alexandre Lorimi de Orwell Avocat est très pertinent et nous on travaille avec. Il y a Axel Saban aussi. Ok, très bien. Voilà, si jamais vous avez vraiment des questions et que ça devient un peu plus difficile, je peux dire, technique ou spécifique. Allez voir un avocat fiscaliste. Alors oui, je sais ce que vous dites, ça peut coûter cher, mais le but, c'est que ça vous fasse gagner de l'argent, donc ça vous évite de dépenser encore plus. C'est ça, et aussi, c'est intéressant que quand il y a un certain revenu. Je veux pas... Si vous avez fait 250 € en trading, là... Voilà, exactement. On a entendu beaucoup de choses sur les statuts pro, non pro des invests en crypto. Au final, c'est combien de personnes qui sont pros? Enfin, moi, j'ai pas de chiffre. Okay. Je suis incapable de savoir. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a parmi les utilisateurs de Waltio, donc on parle plusieurs dizaines de milliers de personnes, il y en a quand même très peu qui ont une activité qui est qualifiée de professionnelle. Et de façon générale, même des gens qui ont une gestion assez active de leur patrimoine crypto, la plupart ne sont pas qualifiés comme des professionnels. On rappelle qu'on parle de 60% d'imposition là, dans ces cas-là. Alors, en fait, non, on parle d'un taux d'imposition, comme on a dit, qui monte en fonction
en escalier. 60%, c'est pour ceux qui sont à plus de 170 000 euros de revenus. C'est pas tout le monde. C'est vrai qu'on paye quand on gagne. Ouais, exactement. En France, c'est sûr qu'on paye, il n'y a pas de sujet, mais c'est quand on gagne quand même. Je fais beaucoup de staking, notamment sur Meria, sur Binance, etc. Donc tous les jours, j'ai des petites pépites qui tombent. Est-ce que c'est imposable ? Est-ce que je dois le déclarer ? Aujourd'hui, les revenus de stacking, nous on disait 2 options. Soit ça devrait être imposable au moment où on les a reçus, soit on les garde. On ne déclare pas le revenu au moment où on l'a reçu, mais uniquement le moment où on le revend contre des fiat, c'est là où en fait, c'est pris en compte dans le patrimoine crypto. L'année dernière, les avocats fiscalistes, nos utilisateurs nous ont fait part qu'ils ont eu des contrôles fiscaux et que l'administration fiscale n'était pas d'accord avec cette pratique. Et donc disait, en fait, ces revenus doivent être déclarés au moment où ils ont été reçus. Au moment où ils ont été reçus. Exactement. Alors, plusieurs éléments. Au lieu d'être déclaré au régime des plus-values en actifs numériques, les plus-values, c'est vraiment j'investis quelque chose et je gagne de l'argent, donc c'est vraiment des gains en capitaux, ça doit être déclaré comme un revenu, c'est-à-dire un petit peu comme des dividendes, si tu veux, comme un revenu perçu d'un capital qui est immobilisé. Et donc ça, c'est via le régime des bénéfices non commerciaux, BNC. Plusieurs infos. En dessous de 305 €, il y a 0 impôt dû dessus. C'est les 305 premiers. Ouais. Ok. Mais donc, nous, on a remarqué les gains de staking, c'est rarement des très grandes fortunes qui sont générées. C'est de l'ordre du pourcentage. Ouais. Et je peux comprendre. Et donc, voilà. Le deuxième point, c'est qu'il y a un abattement de 34%. Donc, en tout cas, dans Waltio, c'est hyper facile. Tu as un clic, tu mets oui, je veux déclarer en BNC ces gains de staking, oui, non. Nous, on dit voilà combien est le chiffre, tu as juste à le mettre dans ta déclaration fiscale. On rappelle que Waltio, donc c'est un logiciel sur lequel on peut aller très facilement. Combien de temps il faut à peu près pour onboarder à partir du moment où je vais sur le site ? Je rappelle waltio.com. Code LCD si vous voulez nous soutenir et avoir 10% de réduction. Merci. C'est quelqu'un qui a 20 opérations, ça peut être fait en moins de 5 minutes. Quelqu'un qui a fait 5 ans d'opérations de trading, qui n'a jamais rien suivi, qui a 12 wallets, ça va prendre plus de temps. Ça peut prendre plusieurs heures. Tu sais que j'adore votre solution. Chaque année, donc je fais mes comptes dessus. C'est pas pour cacher ou quoi, mais je fais très attention. C'est-à-dire que chaque année, je crée de nouveaux wallets et je mets tout dessus comme ça. S'il y a un souci, un truc que j'ai pas révoqué, etc. Donc je me retrouve avec des 70, 80 adresses facilement, tu vois. Et là, je suis en train de m'imaginer dans 2 jours, quand je vais me poser devant l'ordi, parce que je vais le faire dimanche, et je vais devoir envoyer tous les trucs de tous les wallets. Donc ça met maintenant, donc le logiciel il va de plus en plus rapidement. Bien sûr. C'est vrai que c'est ultra rapide par contre, c'est tchic-tchac, tu mets tes API, tes trucs, et une fois que c'est fait, c'est fait. Les airdrops, imposables ou pas ? Il y a 2 options. Le airdrop qu'on a perçu ou qu'on n'a absolument rien fait, c'est comme un gain, un petit peu comme un gain en casino, c'est-à-dire c'est tombé du ciel. Dans ce cas-là, c'est pas du tout imposable, ça vient augmenter son patrimoine crypto. C'est pas imposable, ok. Je précise. Mais le airdrop, on a un peu rien fait, exactement comme un fork, tu vois. Ok. Bam, c'est arrivé, t'as rien dit, t'as rien fait. Par contre, la logique du airdrop où j'ai testé l'outil, si j'ai réalisé un travail pour l'obtenir, c'est exactement imposition au BNC. C'est la rémunération d'un travail. Après, je tiens quand même à préciser, si c'est des airdrops, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, on a gagné 40 €, peut-être pas besoin de s'arracher les cheveux là-dessus. On a gagné 20 000 €. Si tu as eu les airdrops de Starknet, chacun fait comme il veut. Mais il faut le faire. Enfin, légalement, tu dois le faire. La loi dit que, ouais. Vous acceptez combien de chains aujourd'hui avec Waltio ? J'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est 80. Ouais, donc quasiment toutes, quoi. Quasiment toutes. Et si on les supporte pas, on a trouvé des workarounds, des moyens de permettre de comptabiliser. Exactement. Alors, comment ça se passe ? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entre sur Waltio. Il y a des plans, c'est ça ? C'est 3 plans toujours ? 4 même maintenant. Il y a une offre gratuite. En dessous de 50 transactions. Et l'idée, et après, il y en a donc une à 99 € par an, une à 199 € par an et une à 999 €. Alors, elle s'adresse à qui, les différentes offres ? En fait, elle s'adresse en fonction de nombre d'opérations, mais aussi du niveau de service dont on veut. Il y a des personnes qui vont se dire, moi j'ai un certain patrimoine, j'ai gagné, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie d'avoir un certain nombre de documents en cas de contrôle fiscal. Si j'ai un problème avec ma banque, je veux avoir des dossiers, je veux être safe. Okay. Et donc, dans ce cas-là, on monte dans les offres parce qu'on produit beaucoup plus de documents. Il y en a d'autres qui vont se dire, écoutez, moi, j'ai fait énormément de choses. C'est le bazar. J'ai envie que le service client de Waltio, qui est spécialisé, m'aide sur le sujet. Et donc, c'est aussi des offres plus premium. Mais de façon générale, sinon, les offres de base, soit celle gratuite, soit celle à 99 € par an, soit celle à 199, permettent
d'avoir le calcul, les documents principaux, de les télécharger, de les obtenir et d'avoir les informations. Comment vous gérez aujourd'hui donc pareil, moi, je prends mon cas, Ouais. donc c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que j'ai un cas quand même bien particulier. Je dois avoir facilement 12 ledgers que j'utilise assez régulièrement, donc en perso, j'en ai avoir 5-6, des hot wallets, des exchanges. Comment je mets dans Walsio pour dire, voilà, donc un exchange, c'est facile, je demande un récap, un relevé de l'exchange ou une API, ça vous l'avez. Ouais. Mais sur un hot wallet, par exemple, sur mon MetaMask que j'ai là sur mon téléphone. Copie-colle la clé publique de ton wallet, hop, nous on s'en charge, on va aller checker la chaîne et on va aller tout chercher. Ouais. Sérieux? Ouais. Incroyable. Même si j'ai fait 10 000 transactions dans l'année, alors, peut-être pas après, 10 000. Ouais, mais... non, mais si, même si on a 10 000, clairement. Nous, on va aller les chercher petit à petit. Alors, si on a 10 000, ça va prendre quelques minutes, clairement. Oui, mais c'est pas... grand max, tu vois, si tu le fais en même temps où il y a tout plein d'utilisateurs, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Petit détail aussi, on remonte jusqu'à la première transaction. Tu achètes un Bitcoin en 2017, tu l'as revendu en 2023. Pour connaître le montant de ta plus-value... Il a fallu remonter, aller voir hier. Exactement, on a besoin de connaître le prix d'achat pour connaître le montant de gain et donc le gain imposable. Quand il y a des transactions qui sortent un peu du truc, on a déjà directement une alerte par le logiciel qui dit « Attends, tiens, c'est quoi cette opération? Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» On a besoin de ton aide, parce que là, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Le logiciel, automatiquement, ne permet pas de le faire. Et en 2 clics, c'est réglé. Exactement. Alors, s'il y a, tu vois, des centaines de transactions sur plusieurs années, ça peut prendre un peu plus de temps, mais on va indiquer uniquement quand on a besoin de l'aide de l'utilisateur pour avoir des informations fiables. Ok, très intéressant. Vous avez de bons retours sur Walsio, j'imagine? Vous avez réussi à créer une communauté d'ailleurs avec Ouais, exactement. Alors, on a toujours eu et de personnes qui nous donnent des retours, qui nous disent mais attendez, ça, je peux vous aider sur telle chaîne, je connais ça. C'est cool ça. Et ça, c'est hyper agréable. C'est tellement cool ça. Exactement. On rend en fait public notre roadmap. Si on va sur feedback.walsio.co, on voit feedback.walsio.co. Ouais, exactement. Et .com aussi, c'est pareil. .com, okay. Depuis pas longtemps, on a le nom de domaine .com. Et donc, on voit sur certains gros sujets sur lesquels on travaille. Je veux qu'on reparle un peu des moyens de contrôle qui sont mis en place par l'État, notamment d'A8, de la transmission des données, mais aussi du fameux retour de 3 ans en arrière. Ouais. Alors, donc d'A8, ça va être mis en place 1er janvier 2026. Ce seront les transactions à partir du 1er janvier qui seront partagées automatiquement. À partir du 1er janvier, donc ça ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire que je peux faire le 31 décembre, je peux faire une transaction et celle-là, elle passe. Voilà, exactement. Après, je tiens quand même, pour fournir l'information de façon complète, il y a cette possibilité, en effet, de revenir 3 ans en arrière. Et en cas de fraude fiscale, il y a, l'administration fiscale peut remonter jusqu'à 10 ans. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des réglementations européennes. Il y a une vraie différence aujourd'hui en Europe entre la réglementation européenne ou dans d'autres pays, VS en France. Alors, sur la partie donc, lutte contre la fraude fiscale, c'est vraiment une directive européenne, c'est harmonisé. Par contre, la réglementation fiscale, c'est quelque chose qui est vachement pensé au niveau national. Et donc, il y a une différence dans les règles, il y a une différence dans les taux, il y a une différence dans les obligations fiscales. Tu vois, par exemple, la France, le crypto n'est pas imposable, mais ce n'est pas le cas de tous les autres pays européens, sauf... Comment ça ? Crypto, c'est imposable dans d'autres pays ? La très grande majorité des pays. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je t'envoie de la crypto, je dois le déclarer ? Non. Excuse-moi. L'échange crypto contre une autre est une opération imposable. Un swap, c'est imposable ? Exactement. Pas en France, je tiens à préciser, mais dans la plupart des pays en Europe, mais c'est aussi le cas aux États-Unis, c'est aussi le cas au Canada. Okay. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le régime fiscal est pensé de telle sorte à ce qu'il y a d'autres avantages. Et des avantages que je trouve très intéressants. Ok, lesquels ? Comme un abaissement du taux d'imposition pour une durée de détention. Ils le font en Allemagne, au Luxembourg, c'est ça ? Exactement. Luxembourg, j'achète un Ether, je le garde 6 mois, je le revends à un prix où je fais x2, x3, x5, on s'en fout. Il n'y a pas d'impôt qui est sur ce. Mais non, zéro. Incroyable. Aujourd'hui, on est dans une période où on est bien, on a un Bitcoin à 66 000 ou un peu moins en dollars. C'est le début, hein. On espère tous. Mais l'an dernier, il y a même certaines personnes aujourd'hui qui ne gagnent pas d'argent en crypto, donc qui réalisent des moins-values. Comment elles sont considérées, ces moins-values ? Alors, en France, sur la même année, on peut déduire ces plus-values de ces moins-values. Sur l'année 2023, là, on va faire sa déclaration. J'ai gagné 3 000 € sur une opération. L'autre opération, j'ai perdu 1 000 €. Enfin, au moment où je l'ai faite, mon patrimoine avait baissé, donc j'ai perdu 1 000 €. Mon montant de plus-value base imposable, il est de 2 000 €, 3 000 moins 1 000. Okay. Donc mais ça, c'est seulement une année. C'est que l'année. C'est-à-dire que si j'ai perdu pendant 2 ans de bear, là, j'ai perdu 20 000 par année. Exactement. Et ça, on ne peut pas le déduire des gains réalisés sur les années suivantes. Et on ne peut pas non plus le déduire des autres revenus.
Exemple, j'ai gagné en vendant des actions ou des ETF. J'ai gagné, on va dire, 10 000 euros liés à mes ventes d'actions, d'ETF, enfin de produits financiers non crypto. J'ai fait moins 5 000 euros en crypto. Je ne peux pas déduire cette moins-value crypto. Okay. Et ça, pour le coup, des échanges qu'on a eu avec l'administration fiscale, c'est un peu la condition sine qua non pour mettre ça en place, c'était c'est excessif parce que déjà le crypto non imposable. Ouais, donc c'est le donnant-donnant. Exactement, c'est le donnant-donnant. Petite question aussi, vis-à-vis des dons, tu vois, typiquement, d'ailleurs je vous invite à faire un don si jamais, il y a l'hôpital Toulouse Cancer, donc à Toulouse, qui accepte les dons en Bitcoin et en crypto générale, je pense. Comment ça se passe dans ces moments-là ? Alors, donc, j'envoie des cryptos à une association. Déjà, si j'en perçois ou j'en donne à quelqu'un, ces personnes concernées, c'est le droit de mutation, donc c'est la fiscalité des dons et non le régime des plus-values en crypto. Par contre, c'est très intéressant à comprendre la logique. J'envoie ces cryptos à quelqu'un, ça va amoindrir mon patrimoine de crypto, dont ma plus-value latente, c'est-à-dire au moment où je vais revendre mes cryptos, j'aurai moins d'impôts. Exemple très simple, j'ai investi 1 000 euros, on va dire en Bitcoin. Très bien. Mon portefeuille vaut 2 000. Je décide de donner 1 000 euros à l'hôpital de Toulouse, par exemple. Dans ce cas-là, je le note comme une donation. Moi, lorsque je vais faire, après, je vais revendre, on va dire, mes 1 000 euros. Les 1 000 euros qui restent. Mes 1 000 euros qui restent, je n'aurai pas d'impôt à payer. Ok, très intéressant. Exactement. Donc, c'est une bonne raison de faire des dons à des associations. Il y a Petit Prince, il y a la SPA, il y a Toulouse Cancer, enfin, il y en a plein, peu importe la cause. Et c'est toujours important de donner. On a bientôt fini. Deux petites questions. Ouais. Comment on fait donc aujourd'hui pour optimiser ses impôts ? Alors, optimiser, je pense qu'il y a déjà un premier enjeu, c'est suivre régulièrement ou suivre ces opérations qu'on réalise, être capable d'identifier le montant qu'on investit en crypto et les opérations de vente. C'est ce qui nous permet en tout cas d'avoir un calcul qui est beaucoup plus fin. Moi, je vois encore trop de personnes qui disent « j'ai fait trop d'opérations ». Honnêtement, j'ai peur que ça va prendre trop de temps. Je préfère payer 30% sur ce que j'ai vendu. Il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête de l'administration aussi. Complètement. C'est une allergie pour certaines personnes. Et je comprends. Et, tu vois, et c'est aussi pour ça que nous, on bosse autant sur le design pour faire en sorte que ce soit facile d'utilisation. C'est pour tellement important ça. Je dis pas qu'on s'amuse, mais qu'au moins dans l'application, on trouve ça sympathique, que ce soit pas une administration horrible. Enfin, comme quand tu vas sur le site des impôts, par exemple, changez votre site, purée. Et encore, c'est vraiment pas un des plus moches par rapport à plein d'autres dans le monde. T'es obligé de passer par un tiers parce que t'es un professionnel, parce que c'est le site, tu comprends pas comment tu vas d'un espace à un autre. Okay. Donc ça, suivre son patrimoine et pour faire ses calculs, c'est clairement, je pense, une bonne façon. Nous, on a beaucoup de clients qui sont venus nous voir en disant « je pensais que je devais beaucoup plus ». Donc il y a ça, il y a évidemment le sujet garder ses cryptos, le stablecoin, donc au lieu d'utiliser des fiat qui, encore tu vois, n'est pas imposable, et donc c'est un bon moyen. Et le troisième, c'est celui de la donation qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un bon moyen d'amoindrir son impôt. Dernière question, ouais. Et après on te remerciera pour cette super chronique. Quoi de nouveau chez Waltio, Pierre, pour cette année 2024 ? Alors, cette année, donc, on a beaucoup plus accéléré les capacités de récupération d'informations, que ce soit connexion API, que ce soit le temps dans l'application, beaucoup plus simplifié aussi. Donc on met en place, en fait, on prépare déjà les rapports fiscaux et les calculs de plus ou moins value dès la connexion des comptes. Mis en place un système d'un rapport fiscal en un clic. Deuxième chose, on a la possibilité dans l'application, via un petit toggle, donc juste dire ou non, de déclarer en BNC ou non. Okay. Ça, c'est pratique. C'est exactement. Troisième chose, on a mis en place un système qui permet à la fin de l'utilisation de l'outil un guide fiscal qui est individualisé. Donc on donne exactement les montants, où les mettre, quelles cases sur l'espace en ligne. Ça permet de passer Avant, on avait un guide qui était pas mal fait, mais là, c'est vraiment personnalisé. Okay. Donc tu vois les chiffres, les montants, est-ce que tu as besoin de cliquer là ou pas. Donc ça te guide pas à pas. Donc ça, c'est les 3 grands changements qu'on a mis en place cette année dans Waltio. Ok, bravo. En tout cas, merci déjà pour cette chronique, Pierre. Bravo et merci pour ce que vous faites avec Waltio, qui aide beaucoup de monde quand même, qu'on se le dise. Combien de clients ? 25 000 utilisateurs actifs. 25 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire quoi ? Que chaque année, ils viennent au moins une fois ? Exactement. À quel moment ? Ouais, c'est ça. Ils doivent bien vous aimer dans l'administration quand même, parce qu'au final, j'imagine que ça aide à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui déclarent bien et tout. Ouais, alors on a eu quelques échanges avec eux, mais jamais travaillé. Je pense qu'ils se rendent pas compte du travail qu'on fait et de la complexité, mais normalement, ouais, ils devraient. Et donc, on rappelle,
Walsio, c'est disponible sur le site walsio.com, ça s'affiche ici. Vous avez 10% de réduction sur tous les plans avec le code LCD, et en plus de ça, vous soutenez notre travail. Donc merci à vous. Merci d'être resté jusque-là. Ça fait toujours plaisir de vous voir en fin de vidéo. N'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire sur si vous avez des questions qu'on pourra poser. On pourra peut-être en faire un thread sur Twitter, etc. Avec grand plaisir. Merci d'être toujours plus nombreux. Si vous êtes arrivés jusque-là, je peux vous demander de mettre un petit like et de vous abonner. Et c'était Benjamin et Pierre de Walsio pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.